Le sergent-chef Madison Clark avait tué 37 personnes au cours de sa carrière de 6 ans, et aucune d'entre elles ne l'avait jamais vu venir. C'était tout l'intérêt d'être une tireuse d'élite gardien. Vous existiez dans l'ombre, vous opériez depuis des distances mesurées en kilomètres, vous éliminiez les menaces avant qu'elles ne puissent nuire aux équipes que vous protégiez. Les personnes que vous sauviez ne connaissaient jamais votre nom, ne voyaient jamais votre visage, ne réalisaient jamais que leur mission réussie dépendait de quelqu'un allongé immobile dans la boue gelée ou le désert brûlant, effectuant des tirs impossibles pendant qu'elles accomplissaient leur travail. Madison préférait les choses ainsi. La solitude était son état naturel, l'isolement était sa zone de confort, et l'anonymat était le prix qu'elle payait volontiers pour être la meilleure dans son domaine. Mais en ce matin particulier dans la région frontalière sibérienne, tout ce qu'elle savait sur les opérations Guardian était sur le point de changer. Elle suivait une équipe de SEALS à travers le terrain enneigé depuis 4 jours, maintenant sa position entre 800 mètres et 2 km de leur élément, fournissant une surveillance invisible pendant qu'ils menaient une reconnaissance sur un réseau présumé de trafic d'armes opérant le long de la frontière russo-mongole. La température oscillait autour de moins 25 degrés Celsius, assez froid pour tuer des personnes non préparées en quelques heures. Mais Madison avait grandi en Alaska et passé 6 ans à apprendre à opérer dans les environnements les plus hostiles du monde. Le froid n'était qu'une autre variable à prendre en compte, comme le vent ou la distance. À travers sa lunette d'observation, elle regardait l'équipe de SEALS s'arrêter dans une vallée peu profonde pour effectuer une vérification de cartes et une mise à jour des communications. 4 professionnels se déplaçant avec une précision tactique. Le lieutenant Jack Hendricks dirigeait l'élément. Le maître principal, Devin Cole, assurait la sécurité. Les officiers mariniers James Rivera et Tyler Bennett couvraient leurs flancs. De bons opérateurs qui connaissaient leur métier. C'est alors que Madison repéra le problème. Mouvement sur la ligne de crête à l'est, peut-être à 1500 mètres de la position des SEALS. Elle déplaça sa lunette et sentit la glace former dans son estomac, ce qui n'avait rien à voir avec la température. Des combattants armés, au moins 20 d'entre eux, se déplaçant avec le genre de discipline tactique qui suggérait une formation militaire professionnelle plutôt que des militants locaux. Ils se positionnaient sur les hauteurs avec des champs de tir clairs et se chevauchant dans la vallée où les SEALS s'étaient arrêtés. Ce n'était pas une rencontre aléatoire. C'était une embuscade préparée, et l'équipe de SEALS était sur le point d'y entrer directement. Madison activa sa radio en utilisant la fréquence cryptée qui la reliait à la fois à l'équipe de SEALS et au centre des opérations tactiques. SEAL One, ici Overwatch. Vous avez des forces hostiles se déplaçant pour établir des positions d'embuscade sur la ligne de crête, relèvement 0,85 depuis votre position. Je compte au moins 20 personnes avec des armes lourdes. Je recommande un déplacement immédiat. La voix d'Hendricks revint instantanément, contrôlée mais tranchante. Overwatch, pouvez-vous confirmer l'intention hostile? Nous sommes dans une zone grise pour les règles d'engagement. À travers sa lunette, Madison regardait la force hostile continuer son positionnement tactique. Des mitrailleuses se mettaient en place. Une équipe RPG sélectionnait des positions de tir. Des tireurs d'élite désignés trouvaient des cachettes en hauteur. Il n'y avait aucun doute sur leurs intentions. SEAL One, ils installent une embuscade en forme de L avec votre position comme zone d'élimination. Mitrailleuses lourdes. Plusieurs équipes RPG. Au moins 3 tireurs d'élite désignés. C'est une opération planifiée. Pas une rencontre fortuite. Vous devez bouger maintenant. Avant qu'Hendricks ne puisse répondre, le premier coup de feu résonna à travers la vallée. Madison vit Rivera tourner sur lui-même et tomber, sa jambe s'effondrant sous lui. Pas un tir mortel, mais suffisant pour l'immobiliser et clouer l'équipe sur place. L'embuscade avait été déclenchée. Puis l'enfer se déchaîna. Le tir de mitrailleuse ratissa la vallée depuis plusieurs positions. Des RPG traversèrent l'air froid, explosant contre les rochers et le sol gelé. L'équipe de SEALS se précipita vers le peu de couverture qu'elle pouvait trouver dans un terrain qui offrait très peu de protection. Madison évalua la situation tactique en quelques secondes. La force hostile était à 1500 mètres de la position des SEALS. Elle était à 800 mètres des SEALS, ce qui la plaçait à environ 2000 mètres des positions d'embuscade. Distance extrême même dans des conditions idéales, et ces conditions étaient loin d'être idéales. Le vent soufflait de manière imprévisible. La température affectait sa balistique, et elle tirait avec un angle ascendant qui compliquait les mathématiques. Mais les mathématiques n'étaient que des mathématiques, et Madison avait passé 6 ans à apprendre à résoudre ces problèmes.
Elle passa de sa lunette d'observation au fusil de précision MK13 Mod 7, le 300 Winchester Magnum qui avait été son compagnon à travers 73 opérations précédentes. L'arme se leva naturellement, la mémoire musculaire de milliers de répétitions, guidant ses mouvements. Elle acquit la première cible, un mitrailleur dont le tir soutenu maintenait l'équipe de SALS clouée au sol. Le vent souffla en rafale et Madison compensa, ajustant son point de visée autant par sensation que par calcul. Elle trouva sa pause respiratoire naturelle, ce moment entre les respirations où son corps était complètement immobile, et commença à appliquer une pression sur la gâchette, graduelle, régulière, inévitable. Le MK13 craqua et à travers sa lunette, Madison regarda le mitrailleur hostile se cambrer en arrière et disparaître de sa position. Première menace éliminée. Elle actionna son verrou et acquit sa deuxième cible, un tireur de RPG se préparant à tirer sur ce qu'il pensait être une position américaine sans défense. Il ne compléta jamais le tir. Le deuxième coup de Madison l'atteignit en pleine poitrine, et lui et son arme dégringolèrent la pente rocheuse. Silwan, Overwatch engage les positions hostiles à portée extrême. J'ai éliminé leur mitrailleuse principale et une équipe RPG, mais vous essuyez toujours des tirs depuis plusieurs positions. Pouvez-vous bouger? La voix d'Hendrix revint tendue. Négatif, Overwatch. Rivera est à terre avec une blessure à la jambe. Nous recevons des tirs soutenus depuis au moins 3 positions, et nous n'avons pas de route de sortie claire de cette zone d'élimination. Nous avons besoin... Sa transmission fut coupée par une autre rafale de mitrailleuses. À travers sa lunette, Madison pouvait voir que les SELS étaient en sérieux danger. Rivera était à terre et ne pouvait pas bouger sans aide. Le reste de l'équipe était cloué derrière une couverture inadéquate, brûlant leurs munitions, essayant de supprimer une force ennemie qui avait tous les avantages de position et de nombre. Les protocoles standards des tireurs d'élite Guardian disaient que Madison devrait maintenir sa position et continuer à engager à distance, fournissant un tir de précision à longue portée tout en appelant des renforts supplémentaires. Mais la force de réaction rapide la plus proche était à 45 minutes en hélicoptère. Le soutien aérien était cloué au sol en raison de conditions météorologiques se détériorant rapidement, et l'équipe de SALS n'avait pas 45 minutes. Ils avaient peut-être 10 minutes avant que la force hostile ne submerge leur position ou ne les tue tous avec un tir soutenu. Madison prit sa décision sans hésitation. Elle démonta sa position de cache avec une vitesse acquise par la pratique, sécurisant le MK13 dans son dos et prenant sa carabine M4 dans ses mains. L'arme plus courte était mieux adaptée à ce qu'elle était sur le point de faire, réduire la distance et engager la force hostile à des portées où ses compétences de tir technique pouvaient être combinées avec un mouvement tactique agressif. Elle activa sa radio une dernière fois. « Silwan, je me dirige vers votre position. Donnez-moi 8 minutes et je serai assez proche pour fournir un soutien de tir direct. Gardez la tête baissée et restez en vie. » Il y eut une pause. Puis Hendrix revint, semblant choqué. « Overwatch, les tireurs d'élite Guardian ne réduisent pas la distance. Vous êtes censé maintenir la séparation et engager depuis. »« Lieutenant, avec tout le respect que je vous dois, le manuel vient de devenir non pertinent. Votre équipe est sur le point d'être submergée et je suis le seul atout assez proche pour faire quoi que ce soit. Je bouge maintenant. Terminé. » Madison commença à se déplacer à travers le terrain sibérien avec une agression contrôlée qui équilibrait la vitesse contre le risque très réel de blessure. 800 mètres de terrain enneigé, de rochers épars, de ruisseaux gelés qui pouvaient briser une cheville si on marchait mal. Dans des circonstances normales, il faudrait 20 à 30 minutes pour traverser en toute sécurité. Madison le couvrit en 7 minutes. Elle utilisa chaque morceau de terrain pour se dissimuler, se déplaçant à travers des ravins et derrière des lignes de crête, restant toujours dans un terrain mort où la force hostile ne pouvait pas observer son approche. La température était brutale, moins 25 et en baisse, mais l'adrénaline la gardait au chaud et concentrée. La carabine M4 était prête dans ses mains, les chargeurs de rechange positionnés pour un accès rapide, les grenades préparées pour une utilisation immédiate. À 300 mètres de la position hostile la plus proche, elle pouvait voir toute l'étendue de l'embuscade. Les combattants ennemis avaient établi 3 positions de tir principales en forme de L approximatif autour de la vallée, avec des combattants supplémentaires assurant la sécurité et le réapprovisionnement en munitions. Configuration professionnelle exécutée avec une compétence tactique suggérant une formation militaire. Mais ils avaient commis une erreur critique. Toute leur sécurité et attention étaient concentrées sur la vallée où les SELS étaient cloués. Personne ne surveillait leurs approches arrière parce que qui serait assez fou pour attaquer une force de 20 hommes par derrière au milieu de l'hiver sibérien?
Madison Clark l'était, et elle était sur le point de leur apprendre pourquoi cette surveillance était fatale. Elle arriva sur leur position par le nord-ouest, la direction d'où ils n'attendaient pas de menace. Ses premières cibles étaient 2 combattants assurant la sécurité arrière. Leur travail était d'empêcher exactement ce que Madison était sur le point de faire. Mais ils avaient froid, étaient fatigués et concentrés davantage sur le fait de rester au chaud que sur le maintien d'une vigilance appropriée. Tous 2 tombèrent sous le feu silencieux avant même de réaliser que quelqu'un était derrière eux. Madison passa devant leur corps, acquérant déjà sa cible suivante. Une mitrailleuse positionnée 20 mètres plus loin. 3 combattants travaillant l'arme tout en maintenant l'équipe de SALS clouée. Elle s'approcha à moins de 15 mètres avant d'engager, abattant les 3 avec des paires contrôlées. 2 coups au centre de masse, confirmation du coup. Transition vers la cible suivante. La mitrailleuse se tue. Maintenant, la force hostile savait que quelque chose n'allait pas, mais ils ne comprenaient pas quoi. La confusion se propagea dans leur position alors que les combattants essayaient de comprendre pourquoi leur tir de soutien s'était arrêté. Plusieurs commencèrent à se déplacer vers la position de mitrailleuse silencieuse et Madison les fit payer pour cette décision. Elle engagea depuis une position couverte derrière des rochers. Son M4 trouvait des cibles avec une précision mécanique. 4 autres combattants tombèrent avant que le reste ne réalise qu'ils étaient attaqués par derrière. L'embuscade coordonnée se fragmentait dans le chaos alors que la force ennemie essayait de faire face à une menace qu'ils n'avaient pas anticipée. Mais Madison était maintenant exposé et essuyait des tirs de riposte. Des balles sifflèrent près de sa tête et ricochèrent sur les rochers, la forçant à chercher une meilleure couverture. Elle se déplaça latéralement, utilisant la fumée et le terrain pour se repositionner avant que le tir concentré ne puisse la trouver. C'est alors qu'elle entendit la voix d'Hendrix sur la radio, tendue mais fonctionnelle. « Ami inconnu, ici Silwan. Identifiez-vous et votre position. Vous perturbez le tir ennemi, mais nous ne pouvons pas vous soutenir si nous ne savons pas où vous êtes. » Madison activa sa radio tout en rechargeant. « Silwan, ici Overwatch. Je suis à environ 200 mètres au nord-ouest de votre position, actuellement engagé avec l'élément hostile depuis leur arrière. J'ai éliminé leur soutien de mitrailleuse principale et réduit leur force effective d'environ un tiers, mais j'essuie maintenant des tirs depuis plusieurs positions. » Il y eut une pause, puis Hendrix revint, quelque part entre l'incrédulité et le soulagement. « Overwatch, vous êtes la tireuse d'élite Gardien. Je pensais que vous opériez à distance. » « Normalement, je le fais. Lieutenant, aujourd'hui, j'improvise. Pouvez-vous fournir un tir de suppression sur le relèvement 320 depuis votre position? J'ai des combattants ennemis qui se regroupent dans cette direction et j'aurai besoin d'aide. » Reçu. Attendez le tir de soutien. L'équipe de SALS ouvrit le feu avec précision sur les positions que Madison avait indiquées, leur coup forçant les combattants hostiles à chercher une couverture et perturbant leur tentative de coordination contre elle. Avec la pression soulagée, Madison bougea à nouveau, se repositionnant dans un endroit qui lui donnait de meilleurs angles sur les menaces restantes. Elle travailla méthodiquement à travers les combattants restants. Un tireur de RPG essayant de se mettre en position. 2 fusiliers tentant de prendre l'équipe de SALS en flanc. Un autre mitrailleur s'installant dans un nouvel emplacement. Chaque engagement était rapide et décisif. Identifier la menace. Engager avec un tir contrôlé. Confirmer le coup. Bouger avant que le tir de riposte ne puisse localiser sa position. La force hostile s'effondrait maintenant sous la pression de 2 directions. Ce qui avait été une embuscade professionnelle s'était transformé en un combat désespéré pour la survie. Certains combattants tentèrent de se retirer, mais ils se déplaçaient à travers un terrain que Madison pouvait observer clairement. Elle repassa à son MK13 pour les tirs à longue portée, et le fusil de précision prouva pourquoi elle l'avait porté pendant 6 ans. Les combattants qui pensaient avoir atteint la sécurité découvrirent que la distance ne fournissait aucune protection contre quelqu'un avec ses compétences. Après 20 minutes de combat soutenu, le champ de bataille tomba dans le silence à l'exception du vent hurlant à travers le paysage sibérien. La force hostile avait été détruite ou chassée. Madison effectua une analyse minutieuse de la zone, confirmant qu'aucune menace immédiate ne restait avant d'activer sa radio. « Silwan, Overwatch. La force hostile a été neutralisée ou dispersée. Votre position est sécurisée. Je me dirige vers votre emplacement pour aider au traitement des blessés. » Elle s'approcha de la position des SALS avec précaution, annonçant son approche et attendant la confirmation avant de se montrer.
Quand elle émergea finalement de derrière les rochers, les 4 SOLS la regardèrent avec des expressions qui suggéraient qu'ils essayaient de réconcilier plusieurs informations contradictoires. Madison repoussa sa capuche d'hiver blanche, révélant un visage marqué par 6 ans d'opération dans des environnements hostiles. Cheveux au burn tressés serrés contre son crâne, yeux gris verts qui ne manquaient rien, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'une opération en Syrie. Elle se dirigea immédiatement vers Rivera qui était assis contre un rocher, sa jambe saignant mais déjà bandée par ses coéquipiers. « Laissez-moi voir cette blessure », dit-elle en s'agenouillant à côté de lui et en sortant son kit de traumatologie. Ses mains bougeaient avec une efficacité acquise par la pratique, vérifiant le bandage, constatant que la balle avait traversé le muscle sans toucher l'os ou les vaisseaux majeurs, administrant des analgésiques et sécurisant un meilleur pansement. Rivera la regarda travailler avec un mélange de douleur et de fascination. « Madame, qui êtes-vous exactement ?»« Sergent-chef Madison Clark, programme Guardian Sniper. Je fournis une surveillance pour votre opération depuis 4 jours. » Hendricks, qui scannait à la recherche de menaces pendant que Cole assurait la sécurité, se tourna pour la regarder directement. 4 jours? Nous opérions de manière indépendante. Il n'y avait aucune mention de soutien Guardian dans notre briefing de mission. C'est comme ça que fonctionnent les opérations Guardian, lieutenant. Vous ne savez pas que nous sommes là. Nous suivons les équipes d'opérations spéciales à distance, éliminons les menaces avant qu'elles ne se développent, fournissons un avertissement précoce des mouvements ennemis et généralement nous assurons que vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs de mission sans vous soucier de la sécurité au-delà de votre périmètre immédiat. Madison finit de traiter la blessure de Rivera et se leva. Habituellement, nous maintenons une séparation complète et vous ne savez jamais que nous existons. Cette situation était inhabituelle. Cole, un SEAL vétéran avec 20 ans d'expérience, prit la parole. « Madame, j'ai travaillé avec des éléments de surveillance de tireurs d'élite de toutes les branches de service. Ce que vous venez de faire n'était pas de la surveillance. C'était de l'action directe au corps à corps contre une force numériquement supérieure. Combien de cibles avez-vous personnellement engagées ? 16 confirmées. Peut-être 3 de plus, mais je n'ai pas pu vérifier dans la confusion. » Madison le dit de manière factuelle, sans fierté ni fausse modestie. La situation tactique nécessitait une adaptation des protocoles Guardian standards. Bennett, le plus jeune membre de l'équipe à 26 ans, ne put s'empêcher de demander « Vous nous suiviez depuis 4 jours et nous ne savions jamais que vous étiez là ?»« C'est mon travail. Les tireurs d'élite Guardian opèrent seuls, maintiennent une dissimulation parfaite et engagent les menaces avant que les équipes ne réalisent même qu'elles sont menacées. Vous avez probablement eu une surveillance Guardian lors de plusieurs opérations précédentes sans le savoir. » Avant que la conversation ne puisse continuer, la météo fit sentir sa présence. Le vent qui avait été simplement froid devint soudainement sauvage, soufflant avec assez de force pour pousser les gens sur le côté. La température chuta sensiblement et le ciel prit l'obscurité particulière que les opérateurs expérimentés reconnaissaient comme avertissement d'un système météorologique sérieux en approche. Madison regarda le ciel s'assombrir et sentit le modèle de vent avec des instincts aiguisés par des années dans des environnements hostiles. Nous devons trouver un abri immédiatement. Il y a un système de tempête majeure en approche, probablement dans les 30 prochaines minutes. Rester dans cette vallée sera fatal. Hendricks fit confiance à son jugement sans question. Quiconque pouvait faire ce qu'elle venait de faire avait gagné de la crédibilité. Recommandation : il y a un système de grottes à environ 2 km au nord d'ici. Je l'ai identifié lors de ma reconnaissance de cette zone il y a 2 jours. Il fournira une protection contre le vent et le froid, une dissimulation de l'observation et des positions défendables si nous en avons besoin. Rivera peut bouger. Madison acquiesça. La blessure à la jambe fera mal, mais elle n'empêchera pas le mouvement. J'ai administré des analgésiques et le saignement est contrôlé. Nous devrions tourner pour porter son équipement afin de réduire sa charge, mais il peut marcher avec de l'aide. Il commençait à bouger immédiatement, Madison prenant la tête parce qu'elle avait la meilleure connaissance du terrain et de l'itinéraire vers le système de grotte. Cole soutenait Rivera qui bougeait avec une détermination, serrée malgré la douleur. Hendricks et Bennett assuraient la sécurité, scannant constamment pour tous les restes de la force hostile qui pourraient se regrouper. La tempête frappa avant qu'ils n'atteignent les grottes, transformant le paysage en un enfer blanc en quelques minutes. La visibilité tomba à moins de 20 mètres. La température plongea à moins 30 degrés Celsius, et le vent commença à hurler à travers les montagnes avec assez de force pour rendre la station debout difficile.
Mais Madison les garda en mouvement, naviguant par GPS et mémoire du terrain à travers des conditions qui auraient laissé la plupart des gens désespérément perdus. Ils atteignaient le système de grottes juste au moment où la tempête atteignait sa pleine fureur. Les grottes n'étaient pas grandes, mais elles s'enfonçaient assez profondément dans la montagne pour fournir une protection contre le vent et le froid. Madison les conduisit à la meilleure position, une chambre d'environ 15 mètres de profondeur avec une entrée étroite qui pouvait être facilement défendue et de bonnes propriétés thermiques qui retiendraient la chaleur corporelle. Alors qu'ils établissaient leur position défensive et essayaient de se réchauffer, les SEALS commençaient à poser des questions sur Madison et le programme de tireurs d'élite Guardian. Elle répondit à ce qu'elle pouvait dans les limites de classification, expliquant le processus de sélection, la formation, la préparation psychologique pour des opérations en solo prolongé. « Depuis combien de temps faites-vous des opérations Guardian ?» demanda Rivra, ses analgésiques commençant à faire effet et le rendant plus bavard. « 6 ans. C'est ma 73e opération. La plupart d'entre elles se déroulent exactement comme prévu. Je maintiens ma position à distance, élimine les menaces que l'équipe ne voit jamais, et tout le monde rentre à la maison sans que l'équipe ne sache même que j'étais là. Ce qui s'est passé aujourd'hui était des circonstances exceptionnelles. » Exceptionnelles comment? Hendrix voulait savoir. L'embuscade a été mise en place avec une compétence tactique professionnelle suggérant une formation militaire plutôt que des militants locaux. La force hostile savait que vous veniez et s'était préparée en conséquence. La surveillance Guardian standard à 2000 mètres n'allait pas vous sauver. L'engagement aurait été terminé avant que je ne puisse affecter le résultat. Alors j'ai réduit la distance et engagé directement. Avez-vous déjà fait ça avant? La transition de la surveillance au combat rapproché? Madison resta silencieuse un moment avant de répondre. Une fois en Syrie il y a 3 ans, un élément de la Delta Force est tombé dans une embuscade complexe similaire à celle-ci. Les protocoles standards n'étaient pas suffisants pour faire face au niveau de menace. Alors je me suis adapté. Je me suis approché à moins de 50 mètres et j'ai engagé la force ennemie depuis leur flanc pendant que Delta combattait depuis leur position. Nous avons éliminé 37 hostiles entre nous sans aucune victime américaine. Cole laissa échapper un sifflement bas. Ce n'est dans aucune doctrine que j'ai jamais lu sur les opérations de tireurs d'élite. Parce que ce n'est pas de la doctrine. C'est de l'adaptation basée sur la nécessité tactique. Les tireurs d'élite Guardian sont formés pour la précision à longue portée, mais nous recevons également une formation extensive au combat rapproché parce que les situations ne permettent pas toujours l'engagement à distance. Parfois, la meilleure façon de protéger une équipe est d'être dans le combat avec eux. La tempête fit rage à l'extérieur de la grotte pendant les 6 heures suivantes, le vent hurlant comme quelque chose de vivant et la température tombant à des niveaux qui auraient tué quiconque pris à l'extérieur en 1 heure. L'équipe fit tourner les horaires de garde, partagea les rations et essaya de rester au chaud dans des conditions qui étaient simplement inconfortables plutôt que fatales. Une amélioration significative par rapport à l'alternative d'être exposé à toute la fureur de la tempête d'hiver sibérienne. Alors que le soir approchait et que la tempête commençait enfin à se briser, Hendrix vint s'asseoir à côté de Madison pendant sa période de repos. « Clark, je dois vous demander quelque chose. Vous nous avez sauvé la vie aujourd'hui. Sauvé d'une embuscade que nous n'avons pas vue venir, puis protégé à travers une tempête qui nous aurait tués si nous étions restés coincés dans cette vallée. Pourquoi faites-vous ce travail? Opérer seul pendant des jours ou des semaines, aucune reconnaissance, aucun crédit, personne ne sait même que vous existez. » Madison resta silencieuse pendant un long moment, regardant l'entrée de la grotte où la tempête était toujours visible, mais commençait enfin à s'affaiblir. Mon père était un officier des marines déployé en Irak en 2004 avec une compagnie de fusiliers pendant certains des combats les plus lourds de cette guerre. C'était un bon officier, tactique, intelligent, qui prenait soin de ses marines. Mais un jour, sa patrouille est tombée dans une embuscade. Le tireur d'élite qui n'ont jamais vu la tuer lui et 3 de ses marines avant qu'ils ne puissent répondre. Elle fit une pause, le souvenir encore vif après tant d'années. J'avais 16 ans quand c'est arrivé. J'ai passé les 2 années suivantes en colère contre la guerre, contre les insurgés, contre l'univers pour me l'avoir enlevé. Quand j'ai rejoint l'armée et que j'ai finalement été qualifié pour l'école de tireurs d'élite, j'ai réalisé que je voulais être la personne qui empêchait que cela n'arrive à d'autres familles. L'ange gardien invisible qui élimine les menaces avant qu'elles ne puissent tuer de bonnes personnes qui essaient juste de faire le travail. Votre père serait fier de ce que vous faites. Peut-être, ou peut-être qu'il penserait que je suis folle de passer 6 ans allongé dans la boue gelée à faire des tirs que la plupart des gens pensent impossibles. Mais ce n'est pas à propos de ce qu'il penserait. Il s'agit de s'assurer que d'autres enfants de 16 ans ne perdent pas leurs parents à cause d'ennemis qu'ils n'ont jamais vus venir.
La tempête se brisa complètement vers 21 heures, laissant le paysage transformé par la neige fraîche, mais finalement praticable. L'équipe se prépara à se déplacer vers leur point d'extraction, qui était maintenant à 23 km à travers un terrain qui serait difficile même sans un membre d'équipe blessé. Madison se déplaça avec eux, passant en douceur à son rôle de surveillance, mais opérant maintenant dans une plage de communication directe et de distance de vue plutôt qu'à des kilomètres. Elle alterna entre la position de pointe et la sécurité arrière, utilisant ses compétences de lecture du terrain pour trouver les meilleurs itinéraires et sa conscience tactique pour repérer les menaces potentielles avant que l'équipe ne les rencontre. Ils se déplacèrent pendant la nuit, couvrant le terrain régulièrement malgré les conditions difficiles. Madison repéra 2 patrouilles ennemies séparées pendant le mouvement, toutes 2 recherchant l'équipe américaine qui avait perturbé l'embuscade plus tôt. Elle vectorisa les SLS autour d'une patrouille complètement. La seconde ne pouvait pas être évitée, mais Madison élimina le poste d'observation de 3 hommes à 600 mètres avec 3 tirs précis que l'élément principal des SALS n'entendit même jamais. Les hélicoptères d'extraction arrivèrent exactement à l'heure à 6h30. Des Black Hawk entrant rapidement et bas vers la zone d'atterrissage désignée dans une vallée qui offrait une certaine protection contre l'observation. L'équipe de SEALS embarqua rapidement, maintenant la sécurité jusqu'à ce que les oiseaux décollent et prennent de l'altitude. Madison fut la dernière à monter à bord, prenant sa position habituelle près de la porte où elle pouvait maintenir l'observation jusqu'à ce qu'il soit hors du territoire hostile. Alors que les hélicoptères s'élevaient loin de la nature sauvage sibérienne, elle ressentit le mélange familier de soulagement à l'achèvement de la mission et la légère mélancolie qui venait toujours avec le retour à la civilisation après des opérations solo prolongées. Hendricks vint s'asseoir à côté d'elle une fois qu'ils furent en sécurité dans les airs. « Clark, je dois vous dire quelque chose. Je vais déposer un rapport d'après-action sur cette opération, et j'inclus un compte-rendu complet de vos actions. Ce que vous avez fait mérite la reconnaissance. » Madison secoua immédiatement la tête. « Lieutenant, si vous déposez ce rapport avec des détails sur les opérations Guardian Sniper et mes actions spécifiques, vous compromettrez non seulement moi, mais l'ensemble du programme. L'efficacité de ce que nous faisons dépend de la sécurité opérationnelle. Vous commencez à documenter les tireurs d'élite Guardian engagés dans l'action directe, et soudainement chaque force hostile sait qu'elle doit commencer à nous chercher. Cela rend chaque opération future plus dangereuse et moins efficace. Alors que dois-je mettre dans mon rapport? Que votre élément a rencontré une embuscade préparée par des forces hostiles estimées à 20 personnes avec des armes lourdes, que vous avez défendu avec succès votre position, éliminé la force hostile grâce à des tactiques et une puissance de feu supérieure, vous vous êtes déplacé pendant des conditions météorologiques se détériorant vers une position d'abri et avez été extrait alors avec une victime mineure. Tout cela est vrai. Ce n'est pas toute la vérité. C'est assez de vérité pour satisfaire les exigences de rapport opérationnel, tout en maintenant la sécurité appropriée pour les programmes classifiés. Le ton de Madison s'adoucit légèrement. « Lieutenant, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais il y a 16 combattants hostiles qui ne menaceront plus les forces américaines. Il y a 4 SEALS qui rentrent chez eux auprès de leur famille. C'est la seule reconnaissance qui compte pour moi. » Le débriefing eut lieu 3 jours plus tard dans une installation sécurisée en Allemagne. Madison était assise en face d'une table de conférence du colonel Rachel Foster, qui commandait la force opérationnelle d'opérations spéciales incluant les opérations Guardian Sniper, et d'un civil nommé David Reynolds, qui représentait l'organisation qui gérait réellement le programme Guardian Sniper. « Sergent-chef Clark » commença Foster, « j'ai examiné les rapports d'opérations classifiés de plusieurs sources, y compris la documentation du programme Guardian et le rapport d'après-action du lieutenant Hendricks, qui, je note, ne contient aucune mention spécifique de votre implication, malgré le fait que toute son équipe sait exactement ce qui s'est passé. Il a suivi les protocoles de sécurité opérationnelle pour les programmes classifiés, Madame. » Reynolds se pencha en avant, son expression illisible. « Madison, discutons de ce qui s'est réellement passé en Sibérie. Vous meniez une opération de surveillance Guardian standard, maintenant une séparation appropriée de l'élément SEAL. Quand ils sont tombés dans une embuscade préparée, vous avez pris la décision tactique d'abandonner les protocoles standards, de vous rapprocher à distance de contact et de vous engager dans un combat rapproché direct contre une force numériquement supérieure. La situation tactique nécessitait une adaptation, monsieur. Les protocoles Guardian standard, engagement à distance extrême tout en maintenant la séparation de l'élément protégé, n'étaient pas suffisants pour faire face à la menace. L'équipe de SEALS aurait été submergée ou détruite avant que le tir de précision à longue portée ne puisse éliminer assez de menaces pour changer le résultat.
J'ai évalué la situation et déterminé que réduire la distance et engager la force hostile depuis leur flanc était la seule option viable pour empêcher les pertes américaines. Foster prit la parole ensuite. Vous avez pris la bonne décision. Ce n'est pas en question. Ce qui est en question, c'est de savoir si cela représente un modèle. C'est la deuxième fois dans votre carrière que vous passez des opérations gardiens traditionnelles à l'engagement d'action directe. La première était en Syrie il y a 3 ans. Circonstances similaires? Oui, madame. Les deux situations impliquaient des embuscades préparées par des forces ennemies entraînées professionnellement où l'engagement standard à longue portée n'était pas suffisant pour protéger les équipes que j'étais chargé de garder. Alors vous avez maintenant établi un précédent. Quand les conditions le justifient, vous abandonnerez les protocoles gardiens et vous engagerez directement au corps à corps. Le ton de Reynolds était neutre, ni approbateur ni désapprobateur. J'ai établi que j'adapterai les tactiques en fonction de la situation tactique et des capacités que j'apporte au combat. Ma mission principale est de protéger les forces américaines. Les méthodes que j'utilise pour accomplir cette mission dépendent des circonstances. Foster et Reynolds échangèrent des regards, ayant clairement discuté de cela avant la réunion. Foster parla en premier. « Nous ne vous disciplinons pas. Vos actions ont sauvé 4 vies américaines et éliminé une force hostile significative. C'est exactement ce que le programme Guardian Sniper est conçu pour accomplir. Cependant, nous devons aborder les implications de vos adaptations tactiques. Nous créons un nouveau poste au sein du programme, expliqua Reynolds. Opérateurs gardiens avancés, des tireurs d'élite qui sont formés et autorisés à passer entre la surveillance à longue portée et l'engagement d'action directe selon les situations. Vous serez la première personne officiellement assignée à ce rôle, et vous nous aiderez à développer la formation et les protocoles pour les futurs opérateurs. Nous vous promouvons également sergent de première classe avec effet immédiat, ajouta Foster, et nous vous assignons au programme de formation Guardian Sniper en tant qu'instructrice principale pour les opérations avancées. Vous passerez les 6 prochains mois à former la prochaine génération de tireurs d'élite gardiens à la fois dans les opérations traditionnelles à longue portée et dans la flexibilité tactique pour s'adapter quand les circonstances l'exigent. Madison acquiesça, acceptant la promotion et l'assignation, bien qu'elle préférât personnellement les opérations sur le terrain aux tâches de formation, mais elle comprenait la logique. Son expérience opérationnelle sur 6 ans et 73 missions devait être transmise à la prochaine génération d'opérateurs qui protégeraient les guerriers américains depuis les ombres. Au cours des mois suivants, Madison forma 12 nouveaux tireurs d'élite gardiens au concept d'opération avancée. Elle leur enseigna le tir de précision et l'engagement à longue portée, mais aussi le combat rapproché, le mouvement tactique et surtout la flexibilité mentale pour reconnaître quand les situations exigeaient une adaptation des protocoles standards. Le programme évolua en fonction de ses expériences et des contributions d'autres opérateurs gardiens qui avaient rencontré des situations similaires. De nouveaux protocoles furent développés pour quand et comment les tireurs d'élite gardiens devaient passer de la surveillance à l'action directe. Les chars d'équipement furent modifiés pour soutenir les 2 modes opérationnels. La formation fut améliorée pour s'assurer que les opérateurs pouvaient fonctionner efficacement à travers tout le spectre des opérations gardiens. 3 ans après l'opération sibérienne, le commandant Jake Hendricks, maintenant promu et dirigeant un élément SEAL plus important, menait des opérations dans le nord du Canada quand son équipe rencontra une résistance inattendue. Alors qu'ils manœuvraient sous le feu d'une force hostile qui les avait temporairement cloués, la radio d'Hendricks grésilla avec une transmission qui devenait familière. SEAL actual, ici Overwatch. J'ai les yeux sur votre position et la force hostile vous engageant. 22 personnes avec des armes servies par équipage tentant d'établir une embuscade en forme de L autour de votre emplacement. Je recommande un déplacement immédiat au relèvement 270. Je fournirai un tir de couverture pendant votre mouvement. Hendricks activa sa radio, incapable de supprimer un léger sourire malgré la situation tactique. Reçu, Overwatch. On bouge à votre signal. Et qui que vous soyez, merci d'être là. C'est le travail, SEAL actuel. Maintenant bougez. Il n'apprit jamais si c'était Madison ou l'un des 12 opérateurs qu'elle avait formé fournissant la surveillance ce jour-là. La voix était délibérément neutre, l'indicatif générique, maintenant la sécurité opérationnelle qui rendait les opérations gardiens efficaces. Mais alors que son équipe se déplaçait avec succès sous un tir de couverture de précision qui éliminait les menaces à des distances qu'ils ne pouvaient même pas voir, Hendricks savait que quelque part là-bas, un gardien veillait. Madison Clark continua le travail opérationnel pendant encore 7 ans, construisant un record de 198 éliminations, confirmé à travers 86 opérations gardiens.
Elle forma un total de 37 opérateurs gardiens avancés qui protégèrent des équipes d'opérations spéciales à travers 6 zones de combat. Elle ne chercha jamais la reconnaissance, ne donna jamais d'interview, n'apparut jamais sur des photographies officielles. Son service resta classifié à des niveaux qui garantissaient que la plupart des gens ne sauraient jamais que les tireurs d'élite gardiens existaient. Mais dans certaines salles de briefing sécurisées au commandement d'opérations spéciales, les officiers supérieurs connaissaient le programme de tireurs d'élite gardiens et les opérateurs avancés qui pouvaient passer sans effort entre la précision à longue portée et le combat rapproché selon ce que la situation tactique exigeait. Ils connaissaient le jour en Sibérie où une tireuse d'élite gardien nommée Madison Clark avait abandonné les protocoles standards, chargée dans une embuscade et sauvé 4 vies américaines grâce à une combinaison de tirs impossibles et d'actions tactiques agressives. Ils le savaient et ils étaient reconnaissants, même s'ils ne pouvaient jamais le reconnaître publiquement. Des années plus tard, lors de la formation d'une nouvelle classe de candidats tireurs d'élite gardiens, on demanda à Madison ce qui la soutenait à travers l'isolement, le danger, la pression psychologique d'opérer complètement seul en territoire hostile tout en portant le poids de la vie d'autres personnes sur ses épaules. Sa réponse était toujours la même. Mon père est mort parce qu'un tireur d'élite qui n'a jamais vu la tuer depuis une position qu'il ne pouvait pas identifier. J'ai passé toute ma carrière à m'assurer que cela n'arrive pas à d'autres familles. Que j'engage depuis 2 kilomètres ou que je combatte au corps à corps n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les guerriers américains rentrent chez eux vivants auprès de leur famille. C'était ma mission depuis le début, et c'est la seule mission qui ait jamais eu de l'importance. Le programme de tireurs d'élite gardiens continua à s'étendre et à évoluer, incorporant à la fois les opérations de surveillance traditionnelles à longue portée et les protocoles gardiens avancés qui permettaient la flexibilité tactique quand les situations l'exigeaient. La formation fut améliorée, l'équipement amélioré, le processus de sélection affiné, mais le principe fondamental resta inchangé. Les guerriers américains opérant en territoire hostile méritaient une protection contre les menaces qu'ils ne pouvaient pas voir. Et les tireurs d'élite gardiens fournissaient cette protection, que ce soit depuis des distances impossibles ou depuis l'intérieur du combat lui-même. Le loup ne s'annonce pas aux moutons. Il fait simplement ce que les loups font quand les moutons ont besoin de protection. Parfois le loup observe depuis les collines lointaines. Parfois il marche à travers les tempêtes avec un fusil dans la main. Parfois il combat aux côtés du troupeau, s'adaptant à ce que la situation exige, faisant ce qui est nécessaire pour s'assurer que les moutons rentrent chez eux en sécurité. Parce qu'à la fin, c'est le travail qui compte. Pas la reconnaissance, pas la gloire, pas le crédit ou les récompenses ou la reconnaissance publique. Juste la connaissance que quelque part, des guerriers américains rentrent chez eux vivants auprès de leur famille parce que quelqu'un veillait sur eux depuis les ombres, faisant des tirs impossibles, prenant des risques impossibles, accomplissant des choses impossibles, qu'ils le sachent ou non. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires extraordinaires de femmes soldats et vétérans qui ont servi avec honneur et courage.